Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Bulle Podcast, suite et fin de cette série du top 100 all-time de nos films préférés avec Maxime. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis très content. Ému presque. Ému presque. Ému. De finir cette série qu'on a commencé au début de l'année, au mois de janvier. Ça fait à peu près un an qu'on travaille, nous, de notre côté, pour essayer de faire 100 films, un classement de nos 100 films préférés. Nous allons vous dévoiler dans cet épisode nos 10 films préférés chacun. Un petit rappel de ce qu'il y a au milieu. Normalement, si vous êtes ici devant cette vidéo, c'est que vous avez sûrement vu cette série évoluer depuis le départ. Si vous êtes là et que vous n'avez pas vu le reste, c'est que vous êtes impatient, vous étiez impatient de savoir quels sont nos 10 films préférés. Ouais, mais c'est dommage parce que moi j'ai du bon gros mainstream en top 10. Ouais. Et si vous voulez avoir plus de bonnes recos, de parler de Jim Jarmusch, d'Ozu, d'Alan Parker, faut mieux voir celle d'avant que de découvrir qui est Quentin Tarantino, ce petit réalisateur américain méconnu. Tu vois, bon. Mais c'est ça aussi, effectivement, tu fais bien de le dire. C'est un top 100 all-time de nos films préférés. Avec Maxime, on est tous les deux cinéphiles, on aime tous les deux le cinéma, on voit beaucoup de cinémas différents, pas que anglo-saxon, américain ou français. Voilà, on a parlé de cinéma japonais, de cinéma brésilien aussi, de différentes époques dans ce top 100 all-time. Mais c'est vrai que quand on parle de nos films préférés, on est obligé de citer des films mainstream parce que c'est aussi ceux qui nous ont marqués à une certaine époque de nos vies, aussi même récemment. Donc voilà, il nous reste 10 films. Si il y a des gros films que vous n'avez pas vu passer dans les 90 premiers films, il se peut qu'ils se trouvent là-dedans. Point au niveau des pronostics. Nous sommes à 17 films en commun avec Maxime. On a revu nos pronos à la hausse puisqu'on a vite passé le cap des 7 et des 10. J'ai pronostiqué 22 films en commun. Moi, ça risque d'être chaud parce qu'il faudrait que sur les 10 derniers, on en ait 5 en commun. Je pense pas. Toi, ça a l'air plus réalisable. En plus, sans avoir revu ça, en revoyant cet après, je me suis dit, je pense qu'on en a 3 pareils là. Ouais, Donc ça peut taper. ça peut taper dedans. Je sens que le perdant se mettra tout nu, évidemment, sur la fin de l'émission. Donc voilà, il se peut que moi j'ai un film dans le top 10 que Maxime a déjà cité avant et du coup on a déjà mis la barre, je crois, si on a fait comme ça. Donc voilà, en tout cas, on va passer aux 10 derniers épisodes, aux 10 derniers films par contre de cet épisode. On commence tout de suite avec notre numéro 10. Je sais même pas si toi si il me semble que tu l'avais. Et vous allez vous dire what the fuck. C'est bien long en tout cas. Ouais. Once Upon a Time in Hollywood pour moi. Et Spider-Man Across the Oui, Spider-Verse. j'en avais parlé autour de 40 je crois, 40, Ouais. 60 par là. Déjà. Vas-y, enchaîne sur... Spider-Man Across the Spider-Verse est déjà, alors que c'est un film relativement récent, sorti en 2023, est déjà 10e de mon top 100 all-time. C'est pas le film d'animation le mieux classé, mais du coup, il arrive en 2e position. C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, pour le coup. En termes d'animation, ils ont poussé le bouchon le curseur tellement loin, je trouve, dans l'évolution, même dans le rythme que ça donne à cette saga un peu du Spider-Verse. Le Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est pas un film qui, moi, m'a profondément marqué. Même si il y avait déjà une patte dans l'animation, c'était déjà original, c'était déjà original, mais l'histoire ne m'avait pas transcendé, ni même l'animation. Je trouvais ça sympa, ce côté bande dessinée. Mais ils sont revenus avec un 2e film qui avait beaucoup plus d'ambition technique, je trouve, qui nous offre même une expérience cinéma. Enfin, c'est un film. Je pense que toutes les personnes qui l'ont vu déjà l'ont aimé, mais si vous avez eu la chance de le voir au cinéma, je pense que c'est pour tous une séance qui a été marquante. Tant en fait on s'est pris un espèce de bouquet, de feux d'artifice, de couleurs, d'animation, de palettes. Il y a vraiment de l'animation, des textures. Des fois tu vois des plans, des visages, des immeubles où il y a 4-5 textures d'animation différentes dessus. Et en dehors de ça, c'est un film que je prends énormément de plaisir à revoir. Je pense que tu m'avais offert le 4K
pour un anniversaire. Et on attend toujours la suite qui devrait pas tarder. De 2027. Ouais, ça fait loin, 4 ans Ouais. pour avoir une suite à un film où Qui on nous était tease. annoncé un an après. Voilà. Ça devait sortir en 2024. On nous a teasé une suite quasiment immédiate, même sur un peu l'ouverture à la fin du film. On Ouais. se dit, bon allez, on y retourne l'année prochaine. Et en fait, on l'attend impatiemment. Mais ça nous donne l'occasion de le revoir et de le revoir sur cette période de 4 ans. Et moi, c'est déjà le cas. Et effectivement, voilà. J'ai pas beaucoup de films de super-héros dans... C'est ton seul Marvel même. Ouais, je crois que c'est mon seul Marvel. Hein. J'en Ça ai m'a un pas peu surpris, justifié. je t'avoue. Ouais. Genre vraiment entre Erin Brockovich et Avengers. Ouais, mais mon cœur a tellement aimé Erin Brockovich. Ok. Oui, c'est vrai, ça peut être une petite parenthèse, c'est vrai que j'ai pas de Marvel outre ce film d'animation. Parce que en fait, je trouve que les Marvel, on est sur une œuvre de 22 films, j'enlève ce qui est du côté de la Fox, j'enlève du côté après Endgame. Je trouve qu'il y a vraiment une œuvre de 22 films extrêmement complète, extrêmement bien faite, intelligemment faite. Alors il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en fait, tu vois, j'ai eu du mal à sortir un film et me dire, allez, ça, je te le fous en 50e. Tu vois, Endgame, Infinity War ont été des films monumentaux, mais j'ai du mal à les faire sauter des rushs, des films que j'ai en 90e place, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, mais par contre, voilà, ce film-là, moi, est à part un peu dans ma cinéphilie et ça rejoint un peu, voilà. Il est là pour les films de super-héros et pour le MCU, il est là. Once Upon a Time in Hollywood, donc qui est 10e de mon top 100. C'est pas un film qui est arrivé là dès que je l'ai vu la première fois. Ouais. Je sors du ciné, j'aime vraiment bien, mais je suis même pas sûr que c'est un de mes 5 Tarantino préférés. Et en fait, c'est un film que j'aime le plus à chaque fois que je le revois. Ouais. Et du coup, pour ça compte vraiment beaucoup pour moi. J'adore l'ambiance qu'il a. Et en plus, j'ai eu la chance de partir à Los Angeles il y a bientôt 3 ans. Et la veille, je me le suis mis, tu vois. Et ça m'a mis dans un mood, j'ai vraiment eu un kiff monumental. J'adore le mélange des genres, comme il y a beaucoup avec Tarantino, c'est-à-dire qu'on va être un peu dans le western, ça va être un peu lent et tu vas avoir cette fin hyper violente, enfin il y a tout ce condensé de choses. Il y a pour moi peut-être un des meilleurs castings de tous les temps dans ce film. Ouais. C'est-à-dire que tu as quand même DiCaprio, Brad Pitt en tête d'affiche, Et t'as Al Pacino, Kurt Russell, et j'en ai oublié d'autres qui viennent pointer leur nez, et tu as toute la nouvelle génération qui l'a capté. Ouais. Austin Butler, Sydney Sweeney, celle qui a gagné pour Anora. Margaret Qualley, celle qui a gagné pour Anora aussi, j'ai plus son nom, qui n'était pas connue à cette époque-là ou qui avait commencé à faire des petites choses et que Tarantino lance. Et ça me permet de dire que Tarantino, on le met beaucoup en avant pour ses scénarios et sa réelle un peu folle, ses gros zooms, sa violence, mais c'est aussi un super directeur d'acteurs. Et c'est un mec qui arrive à créer une ambiance sur les plateaux, tout le monde en parle, les acteurs en parlent quand ils tournent avec lui, qui est hyper favorable. Et je trouve là-dedans, c'est vraiment un film d'acteur, quoi. C'est des scènes où juste tu mets la caméra et tu laisses Brad Pitt et DiCaprio discuter, parler de tout et de rien. Moi, j'adore la séquence dans la roulotte où DiCaprio n'arrive pas à jouer son texte et que tu as ce double, triple plan avec le reflet du miroir qui fait que DiCaprio regarde dans le miroir et en fait ça regarde la caméra. Enfin, il y a des idées de fou. Bon, on est parti pour son dernier film. Je trouve que c'est une belle conclusion d'une carrière, même si j'aurais aimé en voir d'autres de Quentin. Tu penses que c'est vraiment le dernier film? Il était reparti pour faire son film sur les critiques. Là, il y a le Kill Bill 3 qui est toujours en... Ouais, mais je sais pas. Peut-être à l'écriture, là, il a écrit la suite d'ailleurs qui sort avec Fincher, que j'attends énormément parce que c'est Elle est prévue pour cette année, même. Il y a une bande-annonce. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tellement n'importe quoi Fincher qui réalise un scénario de Tarantino, c'est tellement sur un préquel du personnage de Cliff Booth, ça. Voilà, donc c'est tellement what the fuck, j'ai trop envie de voir ça. Ce sera sur les plateformes directement. C'est Netflix, ouais. C'est une prod Netflix. En même temps, c'est vrai qu'au grand public, je suis pas sûr que ça aurait eu... mais voilà, enfin, en tout cas, j'adore vraiment ce Tarantino. Très bien. Eh bien, ça me fait j'ai une petite transition sur mon 9e, puisque tu parles de Tarantino. Moi, je vais parler d'un acteur qu'il aime profondément et qui nous a livré peut-être... moi, c'est ma performance préférée de cet acteur et c'est un film où les acteurs sont absolument dingues. Tu l'avais... mais tellement plus haut que ça m'a étonné quand tu l'as sorti. Inglourious. Ah non, Prisoners. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé. Avec Paul Dano. D'accord, mais putain, je t'ai pris premier degré, moi. Je l'attendais avec Christophe Waltz ou un truc comme ça. Ok, moi j'ai Terminator 2. Vas-y, je te laisse commencer. Mais alors, Terminator 2, déjà j'ai la chance, je pense, de découvrir le film à l'âge
du gamin dans le film, Ok. c'est-à-dire pré-ado à 2 ans près. Mhm, Donc en fait, quand je le découvre ce film-là, après avoir vu le 1 quand même, mhm. il y a tout un rapport paternel qui va se créer avec ce gamin qui dans le film perd ses parents, etc. Et notamment sur sa fin, qui forcément moi m'avait beaucoup touché. Je trouve que c'est vraiment un des premiers films qui m'a rendu vraiment triste quand j'étais petit sur sa fin. En plus, le fait de découvrir ça à 12-13 ans, m'était à fond sur toutes les scènes d'action, la moindre petite violence, parce que c'est pas très violent au final Terminator, mais te choque un peu, donc il y a ce côté émotionnel. Mais même en le revoyant adulte, en fait, c'est un film qui a des scènes d'action phénoménales. On parlait de Cameron révolutionnaire sur Avatar, mais déjà là, le T-1000, ce personnage qui est liquide, qui passe à travers les portes, qui te fait ça dans les années 80. C'est incroyable. Il y a des films qui ont 30 ans de plus, qui ont beaucoup plus mal vieilli que celui-là. Faudrait que je le voie. Ouais, je sais que t'as pas vu les Terminator. les 2 premiers, franchement, moi j'ai pas mis le 1 pour pas. Je l'aurais foutu 97ème, ça aurait pas eu trop de sens, mais c'est le 1 aussi, moi j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Après, c'est peut-être passé à côté de le voir à notre âge, à notre Non. époque. Mais il a quand même un discours sur l'IA qui commence à revenir un peu. Qui commence à se repopulariser, tu vois. Donc, ouais, Terminator 2, c'est vraiment un petit. Émotionnellement, c'est un film vraiment important. Ouais, pour moi. Ouais. Prisoners est 9ème de mon classement all-time, alors que c'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai vu relativement tard, et c'est un film qui sort en 2013, je crois. Ouais. Et je crois que je l'ai vu il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, pour la première fois, au tout début un peu de quand je lance la bulle. Et c'est un film dont j'ai quasiment toutes les scènes encore, de cette fin, de cette scène où ils prennent Paul Dano et qu'ils le séquestrent en tapant, où tu as eu Jackman Le marteau, là. foudra Ouais, avec tu m'as le dit marteau. Prisoners, j'ai pensé à cette scène Tu direct. vois, et en fait, c'est sur une histoire de disparition d'enfants où Hugh Jackman va perdre ses enfants. Jake Gyllenhaal enquête sur cette affaire de disparition et Paul Dano est l'un des principaux suspects. C'est 3 acteurs que j'aime énormément réunis dans un film, un des meilleurs films policiers que j'ai vu de ma vie, sous la houlette de Denis Villeneuve, qui est un réalisateur que j'aime énormément. Enfin, tu vois, genre, si je devais mettre. Ça aurait pu être. Si le film n'existait pas, ça aurait pu être genre tous les ingrédients de. Oui. Allez, qu'est-ce que je mettrais dans mon meilleur film ? Bah, je pourrais mettre Hugh Jackman dans un rôle dramatique, Paul Dano en tant que psychopathe, pervers, personnage un peu bizarre et tout. Jake Gyllenhaal que j'adore dans un Ouais, lecteur. ouais. Il manquerait Tom Hardy, j'aurais trouvé une place à Tom Hardy, mais j'aurais pu mettre Jake Gyllenhaal dans un film policier Même qui enquête. Je crois qu'on en a parlé quand j'en parle, mais celui qui est un peu le mec qu'on voit dans tous les films, là, j'ai pas son nom, qui joue dans le live action de One Piece d'ailleurs, qui joue pour le coup lui un vrai pervers et que Jake Gyllenhaal va forcer chez lui là. Ouais, Tu vois ce putain. mec-là, enfin Oui, juste oui, lui oui. aussi, il a un rôle de Ah, taré. mais non, mais oui, mais il joue aussi dans les Suicide Mais Squad oui, et tout mais ça. oui, il est là. partout. Ouais, ouais, Il ouais. y a Late Night as the Devil aussi Mm. qu'il a fait l'an dernier qui est super. Enfin voilà, il y a même dans les vraiment second, troisième rôles, t'as des pépites. Gabriel qui a été à la réal de tout ce podcast et que je remercie d'ailleurs va nous mettre la photo de cet acteur-là. Tu vas nous le trouver, Gabriel. Merci Gabi. Et effectivement, tu vois, on a tout ça, le scénario est génial. En fait, on est crispé tout le long parce qu'on se dit, on parle d'une chose ultra deep, ultra sérieuse. On a envie qu'il trouve. Paul Dano apparaît comme le coupable parfait et on arrive à avoir de l'empathie pour lui lorsqu'il se fait séquestrer par un Hugh Jackman qui est en train de perdre totalement la Et que raison. tu comprends aussi parce que tu te dis que si t'as ce mec-là qui a gardé ton fils quelque part, Ouais, t'es en prêt à fait, faire les t'as pires le cul horreurs. entre 2 chaises pendant tout le long du film et le film te tient en haleine. Et puis on a cette fin que je ne spoilerai pas parce que si vous n'avez pas vu Prisoners, ça doit être l'un des films qu'il faut que vous voyez absolument. En plus, Franchement, c'est un bijou et ça m'a étonné de le voir si loin chez toi, genre 40, 60, quelque chose comme ça ouais, même. dans ces eaux-là. Mais ouais, le côté Paris vu qu'une fois. Ouais. Moi, il a pas cessé de monter. Peut-être il faut le temps que je le dise. Je l'ai pas vu il y a si longtemps non plus. Je pense même plus après toi. Je pense j'ai dû le voir il y a 2 ans. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'était un film qui était pas trop dispo sur une plateforme où j'avais pas cherché plus que ça. Je sais même pas si je l'ai moi en physique. J'ai mis quoi? Mais peut-être oui, c'est le genre de film où dans 4 ans on se fait une actualisation du top 100. Je l'ai revu et puis en fait il est 30e quoi. Ouais. Est-ce que celui-là tu l'auras dans ton top 100? Je suis pas convaincu. Moi je crois pas que tu l'as non plus. Est-ce que on est dans l'essence même de ce qu'on fait d'un top 100 all-time de nos films préférés? Pulp Fiction en 8 et OSS 117, Le Carnet d'Espion en 8 pour moi. Je savais que tu l'aurais
et j'y réfléchis et j'aurais dû le mettre dans mon top 100. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Tu l'as revu Alors j'aurais pas avant? mis, non, je l'aurais pas mis top 10, moi je l'aurais mis peut-être 80, 90, mais c'est Ouais. vrai qu'en y repensant, parce qu'on en avait reparlé et que Mm. je sais ton rapport à ce film, et je me suis dit quand même, j'ai mis des trucs en 80, 90, OSS, et en plus j'aurais mis celui-là aussi, je préfère Ouais. le tout premier que celui au Brésil, même s'il est très chouette aussi. Ouais. Mais je vais laisser en parler, mais honnêtement, si j'aurais le refaire, là j'aurais trouvé une petite place. Mais Ok. après je l'aurais trouvé une place en 90 quoi. Eh bien, je vais commencer avant que tu continues Ouais. sur du Tarantino. OSS 117, Le Dernier d'Espion. Alors moi, on touche... moi, j'ai des comédies françaises des années 2000. C'est des films que j'ai peut-être le plus poncé parce que j'étais dans un groupe de potes au lycée où on parlait qu'en rêve, tu vois. Genre, c'était les films Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, Brise de Nice, OSS 117, le premier Alors, même. niveau ref, Sont les films qu'on utilisait dans notre vocabulaire et pour s'exprimer, mais de manière quasi quotidienne. Donc, je suis bien d'accord avec la grosse de Nos Jours Heureux, combien de fois je le sors par semaine. Et effectivement, OSS 117, c'est un nombre de refs, un nombre de punchlines, mais l'écriture d'Azanavicius est absolument extraordinaire pour un film qui est une parodie. Hein. C'est vraiment une parodie de James ouais, Bond même dans le jeu de à la française, du Jardin. avec voilà, un vieux agent secret un peu has-been, déjà même dans les années 60-70, et qui est à tous les clichés du français, misogyne, imbu de sa personne, bourré d'ego, qui parle pas anglais. qui parle pas anglais, qui se la raconte. On verra un peu plus dans le carnet dans Rio ne répond plus à quel point l'anglais peut être compliqué quand tu t'adresses aux Américains, mais en tout cas dans OSS 117, le carnet d'espion, c'est toute l'intrigue qui est en Égypte avec Bérénice Bejo, la femme de Hazanavicius qui joue le rôle de l'Armina. Et c'est pas une question de scénario, c'est vraiment une question de nombre de répliques cultes de ce film. Et j'ai beau le voir et le re-revoir, ça reste toujours aussi drôle. Et c'est un film vraiment, Nicolas Bedos s'est cassé les dents en voulant faire un troisième. C'est un film qui n'a pas pris une ride, qui peut faire encore rire sur des sujets qui maintenant on ne pourrait pas faire un film comme c'est plus OSS. compliqué. Et pourtant, il arrive à faire un film dont on arrive encore à rigoler aujourd'hui, Ouais. qui n'a pas vieilli, qui Mais n'est pas parce en que mode Tu c'est comprends que le chaud. personnage il dit de la merde, mais Ah ouais. mais parce que c'est un con. Enfin, il arrive à. Et le Oui, jeu il est de misogyne, Dujardin mais il est pas. incroyable. C'est pas. Mm. Là où c'est problématique, c'est que ce soit vu comme un héros Ouais. et qu'il soit misogyne. Mm. Là, non, il est misogyne, mais c'est un naze. Il Mm. rate ou quand il réussit, c'est un hasard. Mm. Sur le côté cool, c'est qu'il plaît aux femmes, mais même Mm. ça, c'est problématique. Donc, non, il est très bien écrit. Voilà, moi c'est l'essence même de toute Le truc, c'est que je ma vois- pop Moi, culture je vois française. tellement quoi. les gags passer tout le temps sur Insta. Ouais. J'ai peur dans le revoyant que ça me fasse plus rire en Ah, fait. si, Parce que mais j'ai tu vas rigoler toutes les des 10, extraits, toutes les j'ai 10 envie, secondes. mais- Quoi. ouais. Toi, Pulp Fiction. ouais. J'ai hésité à le sortir parce que un peu, enfin voilà, c'est Pulp Fiction, c'est très connu. Que la dernière fois que je l'ai revu, je l'avais un chouïa rabaissé par rapport à mon esprit, mais en fait je le laisse parce que c'est vraiment un film qui me fait me dire que, enfin pour la première fois quand je l'ai vu ado, je pense, Mhm, il te fait dire en fait tu peux tout faire dans le cinéma. mhm. Tu peux tout faire, tu peux faire un film pas dans l'ordre chronologique, qui alterne des scènes drôles, des scènes dures, des scènes violentes, qui des fois sont violentes et drôles. Enfin, la partie avec Marcellus Wallace et les sadomaso là, Mm. et Bruce Willis qui cherche quelle arme il va utiliser pour tu vois ça vraiment à 15 ans, je dis mais on a le droit de faire ça, Ouais. tu vois. T'as ce truc là de, c'est du grand n'importe quoi. Et des répliques, et tu vois, c'est un film que je l'ai revu, je crois quand je l'ai revu, je l'ai vu pour la première fois en VO, et je crois que les répliques elles marchaient presque mieux en français, tu vois. Mm. Il y a des petites phrases qui sont dites, je trouve, qui claquent vraiment bien. La VF est super aussi dans ce film-là, alors que je suis pas du tout un défenseur de VF. Et du coup, il devait être quand même dans ce top 10, parce que c'est vraiment un film que je sais que je vais revoir de manière régulière dans le temps, où tout le cinéma de Tarantino est là, même, y compris lui, qui joue d'ailleurs pas bien. Et c'est ce que j'ai aimé, quand je me suis dit, mais ce style-là d'humour, d'action, mais sans être potache, Mm. et de faire ces personnages gangsters, mais un peu ridicules, on n'a pas tant vu que ça. Enfin, Ouais. je trouve qu'il flirte sur plein d'aspects où ça pourrait être très très naze. La scène où Travolta, sans faire esprit, shoot le mec derrière lui, Mm. ça pourrait être un truc les un peu... 30-40 premières minutes, elles sont juste. Ça pourrait être un dingues. truc un peu con, tu vois. Et en fait, Mm. comment c'est fait, que ces gens, ils sont tellement humains, en fait, ces personnages, Mm. même qui finit tué sur les chiottes. Enfin, t'as Mm. plein de moments qui pourraient être ridicules,
et qui sont trop drôles en fait grâce à la mise en scène de Tarantino. Donc ça reste top 10 encore Pulp Fiction. Peut-être que ça glissera avec le temps, mais pour Moi, l'instant c'est un film que j'ai vu à toute époque et je pense qu'il est temps que je le revoie parce que je l'ai vu à 14 ans et je l'avais pas trop compris, mais tu sais, je l'avais vu de moi-même en me disant putain, l'affiche elle me parle, je vois des t-shirts à H&M et tout ça, machin, faut que je vois ce film. Et puis en fait, je l'avais un peu oublié, j'étais un peu passé à côté, je l'ai revu à 17 ans. Au lycée, quand ça commençait à en parler, et je me disais putain, faudrait quand même que je l'ai plus en mémoire. Et j'avais bien aimé. Je l'ai revu au début, pareil, de La Bulle, il y a 4-5 ans. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, je pense qu'il est temps. Tu vois, c'est un film que tu peux voir. Tu le vois pas 3 fois par an, Pulp Fiction. Non, mais c'est un film que tu peux continuer à devoir. Ouais, parce qu'il est quand même il dure presque 3 heures. Donc en fait, t'as plein de séquences que tu oublies avec le temps. Tu peux pas te retenir toute Pulp Fiction. Donc tu te redis, ah ouais, putain, oui, c'est vrai que cette scène, ah oui, cette scène. T'as déjà écrit ton set ? Oui. Oh bah attends. Alors, est-ce que tu vas me traiter de gourmand ? Je sais pas, même si tu mets la suite d'OSS, oui. Non. Non. En 7, on est ? Ouais. Oh là là. Il est gourmand. Il avait dit oui, les sagas, j'en mets pas 2 parce que ça prend trop de place et puis je veux parler d'autre chose. Donc c'est ça, c'est que moi j'ai un top 100 et je vais consacrer bien 10 minutes sur les deux OSS 117. Azanavicius, peut-être ton réel le plus présent de top 100 Ben oui. parce que t'as The Artist et t'avais le film sur Godard, non ? Non, je l'ai pas celui-là. Non, Eh ben, coupé. Et coupé. Voilà, c'est le 4e d'Azanavicius. Tarantino et Scorsese, ils doivent pas être très loin. Mais en tout cas, je suis content de mettre le 2e. Franchement, c'est assumé. Parce qu'en fait, c'est impossible. Les deux sont tellement d'une qualité équivalente. Il y a tellement de vannes dans le 2e, mais il y en a encore limite plus dans le 2e parce qu'on touche putain, mon père il était charron, à toutes les vannes misogynes. Parce que dans le 1, il est raciste. Et dans le 2, il est misogyne. Non, mais c'est vrai, il est raciste envers les Arabes dans le 1. Faudra le couper dans ça. Mais non, parce que dans le 1, il est raciste. Putain, ça me sert à rien, l'arabe et tout ça. Et dans le 2, il est profondément misogyne. Ouais, c'est vraiment... aussi, Oui. On en parlera quand il faut porter quelque chose de lourd. Et Non, tout c'est ça. dans le 2. Ah ouais ? C'est dans le 2. C'est dans le 2. Tiens, faut que je le revoie. Faudrait vous y mettre. On en reparlera quand... vous êtes la secrétaire de qui ? La secrétaire de personne. L'idée, c'est que nous travaillons d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. C'est tout ça. Les bijoux de Noël, les boules de Noël. C'est le 2, il y a tellement de phrases. Et en fait, OSS 117, je peux pas en mettre un 8e et l'autre 55e. Les deux sont tellement d'une qualité équivalente, il y a tellement, tu vois, et comme tu dis, tu sais plus quelle vanne est dans le 1 ou le 2 quand tu l'as vu 2-3 fois, Parce mais que tu les entends tant. Quand tu te dis je vais me faire SS, tu te fais les deux en 2 tu soirs. fais les deux. Mais Tu oui, en regardes pas plus, le on est 1 et 1h30. 3 ans plus tard le 2. Non, c'est clair. Donc oui, moi ça se mélange un peu les deux scènes. Et voilà, et juste OSS 117, voilà, cette œuvre exceptionnelle mérite une place 8 et 7. Je pense que quand on s'est rencontrés, on avait un peu parlé d'un top 100 au tout début, la première année, et ils étaient même plus hauts. Il y a des films qui sont arrivés un peu plus tard, mais ça sortira c'est pas possible que ça sorte de mon top 10 OSS. Spider-Man 2 dans la catégorie suite excellente aussi. Ouais. Tu vois, après Terminator 2 aussi. C'est vraiment pas que de la nostalgie. Je trouve que ce film est un mélange assez impressionnant de plein de genres. Déjà, c'est le meilleur film Marvel pour moi qui a jamais été fait, mais si on avait fait un top 10 Marvel où j'en parlais. Tout à fait. C'est mélanger évidemment de l'action, mais des séquences presque horrifiques, notamment autour d'Octopus et sur la fin avec l'autre bouffon. C'est des histoires d'amour et d'amitié tragiques avec Mary Jane et avec Harry. Et c'est une mise en scène que je trouve vraiment parfaite, où déjà rien que le travail du son, qui est hyper impressionnant dans le sens où il te fait des séquences avec la musique, et d'ailleurs je pense que c'est ma BO préférée de tous les temps. D'accord, ok. Spider-Man, avec peut-être mon numéro 3, mais je trouve la BO, rien que le début quand il y a la musique, j'ai des frissons. Ouais. Et des fois il va te couper le son et laisser le bruit de l'action, et tu sens les coups, tu sens la douleur. Je trouve que c'est le film de super-héros où je ressens plus la souffrance du super-héros dans les bastons, là où dans le MCU par exemple,
t'as l'impression qu'ils peuvent se prendre une golden patata de Thanos sous 3 Il y a pierres. que le scénario qui vont les Ou- faire tuer ou ou, les prises de décision, mais ce sera jamais un coup. Voilà, ou prendre une balayette et il n'y a rien. Là, Mm. quand Spider-Man il se mange des trottoirs, quand il perd son pouvoir et qu'il tombe, quand Octopus il l'attrape et que son costume il se déchire, tu vois, le sang derrière, tu vois. Il y a un côté viscéral où petit, tu sais, tu vois ça, t'es un peu. Waouh, Bah, tu vois, que ça soit Sam Raimi qui soit derrière, c'est sûr que ça et rend ben, des et ben films voilà, pour donc, adultes. Quoi. pour ces raisons-là, moi j'aime vraiment ce film. Enfin, même le cri de Tobey Maguire, quand je sais pas, il a une façon de crier que je reconnais. Mm. Et je pense vraiment que c'est un des plus grands films de super-héros. Enfin, c'est pas galvaudé de dire ça encore aujourd'hui. Et mon suivant aussi, un peu dans cette veine-là, c'est que voilà, c'est vraiment trop efficace Mhm. de A à Z. C'est une très bonne suite du 1 et ça tease comme il faut le 3, mais sans non plus trop forcer, tu vois. Donc voilà, j'adore cette saga déjà de base. Ouais. Et le 2, c'est le masterpiece pour Masterpiece. moi. Ah ouais. C'est Voilà, marrant que tu la scène parles la scène autour du métro, Ouais. de A à Z. Hein. La scène du métro, je sais pas si on a fait mieux, que ce soit l'arrivée de Spider-Man qui en fait est dans l'œil d'Octopus, et après toute la baston avec lui qui balance des gens sur la route, et Spider-Man qui le récupère, et tout, c'est une dinguerie. Et la fin où il est pris presque tel Jésus là, par les personnels du métro, c'est incroyable. C'est marrant que tu parles de. Tu disais que c'est ta BO préférée de ton top 100. Moi, là, les 6 derniers films qui me restent, c'est que des films avec des BO qui m'ont transcendé. Quoi. Ouais. Transcendé ou qui m'ont marqué, mais en tout Oui, cas. moi aussi, quand même. c'est- Ah, peut-être pas trop bon Tu vois, deux. c'était pas le cas des OSS 117, Prisoners, J'espère. Prisoners non plus, Spider-Man Across the Spider-Verse non plus. Ah tu si, vois. quand même, la BO de Spider-Man. Oui, oui, mais c'est pas ce qui me marque Oh. le plus dans le film. Ah, moi je trouve qu'elle est hyper importante. Mais Là, bon. les 6 premiers, on a que des bangers en termes de. The Dark Knight, ok, que j'ai. Qu'est-ce que t'avais? Ratatouille. Ouais, mais quand t'as dit qu'il y avait un animé en devant, je me suis dit putain, il n'a pas parlé de Ratatouille encore. Ouais. Je continue ma take Vas-y, super-héroïque, vas-y. la fin. Il y en a eu beaucoup du super-héros dans ce top 100, Ouais. mais en plus, c'est un peu la même période que Spider-Man 2. C'est que j'ai vu passer il y a pas longtemps quelqu'un qui parlait de ce film-là et l'autre qui commentait oui, il va falloir passer à autre chose avec The Dark Knight. On passera à autre chose quand il y aura mieux en fait. C'est clair. C'est tout, parce que C'est ce film clair. est extraordinaire. C'est le seul film, je trouve, de super-héros Il est 14e, moi. qui passe outre le côté super-héros. Alors, c'est un grand film tout court en fait. Ouais, ouais, T'es pas obligé de dire un totalement. film de super-héros, c'est un grand film d'action, c'est un grand film de cinéma, c'est un méchant avec le Joker qui, pour l'interprétation d'Heath Ledger, tout ça t'en a parlé, mais qui en plus c'est un combat, je trouve c'est pas un combat physique ou intellectuel, c'est un combat philosophique qu'ils ont les deux. C'est un duel de je vais te pousser jusqu'au bout et on va voir où tu craques, tu vois, jusqu'où tu es prêt à aller. Et moi j'adore ça pour ce Batman aussi, qui je trouve c'est celui de Snyder est très violent et tout ça, mais c'est celui qui psychologiquement est le plus poussé à bout. Ouais. Et on va poser les limites de jusqu'où tu es prêt à aller pour arrêter un mec comme ça. Et tu vois, c'est là où il va utiliser de la surveillance de masse pour essayer de retrouver, et que Lucius Fox lui dit t'es sûr de ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là où le film, quand tu le creuses, il est vraiment profond. Ouais. Et en plus, évidemment, quand tu arrives, tout ce qui est action, moi, cette scène où il arrive en moto face au Joker, et encore une fois, là, c'est pas une bataille de muscles, c'est une bataille psychologique et philosophique de est-ce que tu m'écrases ou est-ce que tu m'évites et tu restes qui tu es, mais par contre, moi, je continue à faire de la merde. La scène de l'interrogatoire, l'opening. L'interrogatoire, le crayon, enfin, il y a un nombre de trucs cultes de ouf. Ouais. C'est le seul film de super-héros qui a 2 méchants et qui se casse pas la gueule. Ouais, c'est clair. Spider-Man 3 se casse la gueule, Amazing Spider-Man 2, il y en a plein où dès qu'il y a 2 méchants, on n'y arrive pas. Lui, t'as le double face en deuxième méchant qui est exceptionnel en deuxième méchant. Son seul défaut, c'est d'être dans le même film qu'Heath Ledger. Et du coup, il se fait piquer la vedette. Ouais. Mais comment les 2 méchants sont connectés, enfin, je trouve ça, et thématiquement en fait, c'est intéressant double face parce que justement, il est un peu l'égal de Christian Bale au début, ce procureur qui est tout parfait et que le Joker va le faire passer dans un côté négatif. Et est-ce que Batman lui aussi va sombrer dans ce côté-là? La toute fin où tu le vois fuir Batman sur la musique d'Hans Zimmer, je trouve elle est parfaite. Voilà, moi je me souviens que pareil, la première fois que je le vois, ce côté avec les 2 bateaux, un de prisonnier, un de personne normale, et que savoir qui va faire sauter l'autre, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comme idée. Et voilà, et visuellement, je trouve qu'il y a un style The Dark Knight, ce teint un peu bleuté, bien sûr. de ville, c'est des filtres, tu vois,
c'est fabuleux. Donc on arrêtera de parler du Dark Knight quand on aura fait mieux, mais pour l'instant. Et en plus, dans une trilogie qui a quand même de la gueule. Ouais. Moi, totalement. Batman Begins, c'était dans mon top 100 au tout départ. J'ai fini par le reculer, mais Tu la l'as première reculé. version de top 100, j'avais Batman Et Begins. Rises ne rentre pas dedans. J'aime vraiment moins lui. Ouais. En fait, il a un mélange, il a des séquences que je trouve énormes. La toute première scène d'intro avec Bane qui détourne un avion, c'est extraordinaire. Je crois que d'ailleurs Nolan a dit que c'était sa scène préférée de la trilogie. Toute la partie avec Bane où il se bat dans une espèce de grotte là et que le masque de Batman se casse, je trouve super. Mais sinon, je trouve ça un peu long. Ouais. Et j'ai un peu de mal avec le côté où en fait, il arrive à se saisir de toute la ville. Comme si en fait, il n'y avait pas d'États-Unis autour, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien, et que c'était juste Batman qui devait le sauver. Enfin, il y a un côté crédible que j'ai un petit peu de mal avec Rises. Et je suis pas très fan de sa Catwoman. Il faudrait qu'on fasse un top 10 un jour des meilleurs openings. Les premières, tu vois, les top 10 celui-là des... aussi. Bah, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Celui-là aussi. C'est pour ça que je te dis la scène du braquage du Joker. Oui. Pour moi, c'est une des scènes, le premier plan où tu as le gars de dos avec un masque de clown. Enfin, faudrait un top 10 des meilleures fins, la shot, on risquerait d'être dans un truc 100% spoil. Mais sur les meilleures intros, ça vaudrait le coup de voir un peu quelles sont les meilleures... en revoir certaines, mais Ouais. oui, ça te plante le décor d'entrer sur le méchant, c'est trop. Ouais. Ratatouille, peut-être un des films que j'ai le plus vu de ma vie. Ça a été, donc je l'ai vu au cinéma. Ça a été la première séance cinéma de mon petit cousin Clément que j'embrasse, qui est le premier film qu'il a vu de sa vie au cinéma. Moi, j'étais un peu plus grand, mais c'est un film qu'une fois qu'on l'a eu, on l'a possédé en DVD. J'ai encore l'authentique chez moi, là, le DVD de 2009, tu vois, que 2008, 2009, 2010, je sais plus dans ces années-là. Oui, c'est 2008, je crois. 2008, je crois, il sort. Donc 2009, on a le DVD avec mon frère. Et en fait, c'est vraiment un film qui, moi, m'a marqué. Alors, la bande-son est extraordinaire, évidemment. Ce film qui se passe à Paris, en fait, ça, c'est quelque chose que tu vas apprécier plus maintenant. Tu vois, le côté, putain, un petit Pixar dans les rues parisiennes, c'est quand même très stylé. Quand t'es jeune, tu fais plutôt attention à la manière dont ils mangent, dont ils cuisinent, tu vois. Moi, j'ai vraiment le souvenir c'est le film que je mettais le samedi soir quand mes parents, ils invitaient des gens à la maison. Et avec mon petit frère, on savait qui disait Jean le samedi soir à la maison, il y avait les grands plateaux de fromage, il y avait les trucs. Et avec mon frère, on allait dans le frigo, on piquait le raisin, on piquait le morceau de fromage et on faisait... Et on s'imaginait, tu vois, les formes dans nos têtes et tout. Mais vraiment, c'est un film pour lequel j'ai énormément d'affection. Je l'ai revu il y a 3 semaines. Ah ouais? Ouais, pour un peu me le remettre parce que je l'avais pas vu depuis très très longtemps. Pour le coup, c'est un film que j'ai vu énormément plus jeune, mais tu vois, je pense que ça faisait 6-7 ans que je l'avais pas vu. Et je me suis surpris à verser ma petite larme à la fin, chose que je n'avais jamais fait sur Ratatouille, parce que peut-être trop jeune ou trop dans le côté... Au contraire, c'est que maintenant tu as un autre rapport au film et que tu as ouais, des émotions nouvelles et tu vois, qui se créent en le il voyant. me touche, la fin me touche encore plus, tu vois, le message me touche plus aussi. Et moi, c'est mon Pixar préféré, c'est mon film d'animation préféré. Voilà, c'est vraiment un bijou. Tu vois, moi, ce qui me manque dans ma vie, c'est comment je veux dire, mais j'ai pas ce film d'animation d'enfance. Ouais. Je sais que petit, je regardais beaucoup les 2 premiers Toy Story qu'on avait en cassette et Le Roi Lion. Ouais. Mais en fait, c'était vraiment petit, et dès 7-8 ans ou 10 ans, j'ai eu ce truc un peu débile de c'est pour les enfants, tu vois, j'arrête de regarder. Et du coup, j'ai pas ce truc que j'ai poncé vraiment gamin. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'animation dans mon top 100. J'ai réfléchi pour Le Roi Lion quand même, à le mettre. Toi, t'as eu les super-héros. Ouais, j'ai eu plus de. Bah oui, T'as parce grandi que avec les films de pour le super-héros. coup, et moi avec les films X-Men, d'animation. la trilogie Spider-Man, les Ouais. X-Men et Je les vois plus tard, moi. et les Batman Begins, c'est un petit peu plus tard, les Dark Knight de Nolan, mais les X-Men et Spider-Man, et beaucoup aussi le Daredevil de Ben Affleck. Mais Ça, tu j'ai vois, pas c'est vu. intéressant parce Pas déconner. qu'on a 3 ans d'écart, je crois. Ouais, 2 ans et demi. Et en fait, tu vois, c'est peut-être cette différence-là parce que moi, les X-Men, je suis un chouïa trop petit pour me les taper à l'âge où ça sort et que ça me marque. Et je pense que c'est les 2 ans que toi, tu as d'avance sur moi, de maturité, où moi, en fait, je regarde des films d'animation à cette époque-là et pas forcément les premiers X-Men que je vais découvrir à 11 ans ou quoi, mais à un âge où ils sont déjà sortis, etc. Tu vois. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai moins de films de super-héros. Moi, tu vois, mon premier souvenir de film de super-héros, c'est Spider-Man 3 de Sam Raimi, tu vois. Ouais. Et le 1 que j'avais pas trop de droit de voir parce que mon père, il trouvait ça un peu dur. Alors qu'on s'est fumé les Seigneurs des Anneaux quand on avait 6 ans. Encore une fois, je crois qu'on avait parlé au top 10, mais je trouve que Spider-Man 3, en termes de De visuel choquant, Il y en a plus. plus que sur le 1. On passe au 5 ? Ouais.
Star Wars 5 en 5. Non, en 3, pardon, je me suis trompé. Star Wars 3. Vu que j'ai écrit 5 aussi, j'ai déjà parlé du 5. Oui, t'as Star déjà Wars pas. 3. Donc, ok, c'est J'aime. celui que t'as le plus haut. Ouais. Et moi, j'ai Mythe 90 qui siège depuis Je pense que le c'est pas, premier épisode au-dessus de mon canapé. Ben, moi, Star Wars 3, vraiment en termes de plaisir, c'est un film que je mets tout en haut. Surtout qu'après les 2 premiers, que je trouve assez moyennas. Je les aime bien, quand je me les refais, je zappe pas les 1-2. Mais c'est pas. Je trouve pas incroyable. Lui, Ça, tu te rappelles qu'on les a mis là, le Star Wars 3 et tout? ouais. Ok. Lui, il a ce côté, il va à 2000 à l'heure. Il Ouais. est vraiment à 2000 à l'heure. Et tu sais que ça va mal finir. Mhm. Et tu te demandes comment en fait. Et je trouve ça hyper grisant, hyper électrisant. Et surtout qu'il n'y a pas ce côté non plus trop dur, Mhm. parce que tu as déjà vu 4, 5, 6, donc tu sais qu'après ça va s'arranger, entre Mhm. guillemets. Mais tu vois, il y a ce côté, c'est assez particulier. Et du coup, tu as cette chute en fait d'un système, ce passage à l'Empire, au fascisme, quoi, en Mhm. gros, qui est vraiment fascinante. Et tu t'attends pas, même si tu attends à une chute des Jedi, Mhm. tu t'attends pas à une telle violence, tu t'attends pas à un Ouais. massacre comme Ouais, ça. exactement, ouais. Tu t'attends pas à ce qu'Anakin, et je trouve limite, même si ça va peut-être pas assez loin sur cette scène-là, mais qu'il aille buter un groupe d'enfants. Mhm. Tu vois, tu as des trucs, tu te dis waouh! Et en termes de combat au sabre laser, alors le 1 avait fait un très beau combat avec Dark Maul, mais le combat Anakin, Obi-Wan sur la planète en lave, là, moi j'ai pas les refs à fond de Star Wars. mais- Ouais, Wow. Non, mais c'est une des plus belles scènes de combat. Et avant, t'en as des coups, là, t'as de compte de coups Et au t'as début, le t'as Dooku, Grievous au t'as milieu, Grievous qui est très chouette, mais le t'as Obi-Wan, la vitesse. Mace Windu au milieu face à Palpatine. Ouais, il est un peu court celui-là peut-être, mais même s'il est très important scénaristiquement, c'est pas en termes de combat, mais ce combat-là, c'est une dinguerie en termes même les acteurs, le niveau qu'ils ont dans leur chorégraphie Mhm, et le niveau des chorégraphes, quoi, c'est un truc de fou. mhm. Et vraiment, c'est ces 2 frères qui se déchirent en même temps. T'as cette grosse histoire de tout un empire enfin, c'est pas un empire du coup, une république qui chute. Ouais. Et t'as ces 2 frères qui se déchirent. Et c'est bouleversant, quoi. Vraiment, je trouve ce film hallucinant. C'est vraiment Alors, c'est logique que ce soit les meilleurs combats de Star Wars, je trouve, parce que bah, Mhm. les anciens, forcément, n'avaient pas la technologie. Et déjà qu'on reproche, à juste titre, à Rey, dans les 7, 8, 9, d'être beaucoup trop puissante pour le peu que la technique, si elle se mettait à se taper comme Anakin, on aurait tous ri, tu vois. Donc c'est normal que les combats de Rey et Kylo Ren soient moins Ouais. impressionnants que ceux-là. Mais vraiment, ouais, en termes de plaisir, et puis ça dure plus de 2 heures, j'ai l'impression que ça dure 15 minutes à chaque fois. Mhm. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et même en termes je trouve, de dialogue, il est tellement pointu, le discours de Palpatine à Anakin. Enfin, il y a plein de petits moments qui sont vraiment, vraiment forts. Et, ouais, j'adore vraiment Moi, Star Wars 3 et 5, je les mets vraiment bien au-dessus de tout le reste de la saga. Avec Rogue One aussi. C'est la saga la plus haute? C'est ton film de saga le plus haute ou t'as un corps durable? J'ai encore T'as encore du rap. j'ai encore une saga. Mid 90. Tu l'as vu ou pas? Et non, j'ai jamais vu Pas ce encore. film. Mais il va falloir. Hein. Je te le prêterai, il est là en Ouais, Blu-ray. oui, oui. Mid 90, donc de Jonah Hill, premier film de Jonah Il Hill. en a refait depuis. Ah non, il en prépare un deuxième. Il en prépare un deuxième depuis un moment, je crois. Mais là, c'est donc son premier film, il date de 2018, produit par A24. Un des tout premiers à 24. Ouais. Ouais, un des tout premiers A24. La BO, elle est absolument monumentale. Voilà, en fait, c'est vraiment un film sur la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. En fait, c'est vraiment sur cet âge-là, 11-12 ans, où tu as ton grand frère qui t'a inculqué toute une éducation, en fait, tu vois, toute une culture, soit par les jeux vidéo, et en fait, tout le film, pendant le générique du début, passe en revue tout ça, tu vois, dans quel monde il a passé son enfance. D'accord, un peu une scène accélérée qui. Ouais, un même peu genre non, comme là-haut, c'est quoi. tellement pas accéléré, au contraire, c'est vraiment des plans de sa chambre, des plans de la chambre du grand frère, et qu'est-ce qu'on trouve dans la chambre de cet Ça va me plaire, ce truc. ado de primaire. Et ensuite, c'est vraiment un film sur, bah voilà, maintenant que je découvre, je me fais ma propre culture. Donc à travers le skate, il va rencontrer une bande de skateurs plus vieux que lui, des ados littéralement. Et lui, du haut de ses 12 ans, va s'imprégner un peu de ça. Donc c'est vraiment un film qui s'est
basé un peu sur l'enfance de Jonah Hill. C'est pas une autobiographie, Ouais, mais c'est Bien un sûr, peu inspiré de la culture qui lui l'a animé quand il avait tu cet fais un âge-là. premier film, un film indé, c'est pour parler de toi, généralement. Ouais, C'est pas pour c'est faire... ouais, parler de toi, mais surtout mettre en avant une culture que lui, il trouvait qu'il n'y avait pas encore trop au cinéma, la culture du skate. Bah, le nombre de gens que je connais qui en font et le peu de films qu'il y a T'as dessus, vu ouais, c'est pas faux. Et c'est une merveille. La bande-son, on va sur du jazz, on va sur du rock, sur de la pop indé et tout ça, mais c'est vraiment une musique des années 90, j'imagine. Ouais, c'est vraiment un film voilà, sur des gens. Moi, j'ai connu les années 2000, mais il y avait encore cette influence des années 90 dans toute la culture et tout ça, tous les jeux et tout ça, donc je m'y retrouve pas mal. Et moi qui ai grandi en 5e dans des bandes de skateurs et tout aussi, c'est un film qui m'a fait énormément d'écho, mais que je trouve aussi génial. L'acteur est absolument dingue aussi. Putain, je me rappelle plus comment il s'appelle le petit jeune. Demande au stagiaire. Non, mais voilà, enfin, je le retrouverai. C'est celui qui donne aussi son visage au personnage dans God of War, aussi le petit jeune. Atreus ? Ouais, exactement. Ouais, là, tu me C'est- donnes un autre argument de taille. Exactement. Donc voilà, une merveille de film, il fait 1h30 en plus. Genre, c'est tout petit, il n'y a pas de gras, Ouais. comme t'aimes le C'est dire. dur à trouver ou pas Mid 90 Toi, tu l'as... Oui, mais... Moi, je l'avais vu sur. T'as pas prêté le DVD à toute la commu Non, sur Mubi, il y est, je crois. Ouais. Alors, essai gratuit de 30 jours sur Mubi, vous le voyez. Moi, je l'avais vu, je pense que je l'avais pris en VOD sur Ouais. Canal, un truc comme ça à l'époque. Ok. Et voilà, c'est un film que je me suis empressé d'acheter pour l'avoir chez moi. L'affiche, elle siège là et elle est pas prête de partir. Je pensais pas que tu l'aurais aussi haut. Je savais que tu aimais beaucoup. Déjà, Ouais, parce que t'as l'affiche quand C'est même. une folie. Est-ce que tu spoil pas un peu Non, lui, on en a déjà parlé. Ouais, Il en reste qu'un, quoi. il en reste qu'un. J'ai parlé de bonne bande-son. Et là, il y en a une. Moi, Est-ce qu'on va faire. Attends, parce que là, il y a de la chance qu'on fasse des tapines, là, à un moment donné. Un moment. Moi, j'ai un film qui, apparemment, sur les trains d'Insta récentes, est interdit d'être aimé. Interstellar. Interstellar, J'aime que bien. j'ai pas, moi. Moi, je l'ai un peu plus loin. Ah ouais. Putain, Ouah, je pensais pas que tu l'aurais aussi au Django. Django Donc lui, tu Unchained. peux le noter, lui. Comment ça, tu l'as un peu plus. Tu pensais pas que je l'avais aussi. Moi, je l'ai plus loin que... Je l'ai... Mais tu pas pensais que encore. je l'avais plus. Je pensais pas que tu aimais autant de ce film. Je savais Ah ouais, que tu ok. le kiffais, mais je pensais plus que tu l'aurais entre 8 et 20. Il y a quand même une affiche qui trône aussi dans mon salon Oui. qui est hors champ, mais. Allez, tranquillement. Je vais commencer sur Interstellar. Vas-y. Comment parler C'est d'Interstellar fou de faire un top 100, de passer l'impression du que- temps sur le cinéma japonais pour qu'on Ah ouais. retienne que ça et qu'on se dise ah vas-y. C'est terrible. Et toi, tu avais Inception très haut que moi j'ai pas. J'ai l'impression Ouais. que ton Inception, moi, c'est mon Interstellar. Ouais. Moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai pas compris la première. Je pense même la troisième non plus. J'ai pas tout saisi. Mais qui, en termes d'émotion, de spectacle, je trouvais vraiment extraordinaire. Je vais en parler de suite de cette scène, mais le moment où Matthew McConaughey retourne dans le vaisseau et regarde les vidéos de ses enfants, ça j'en dis pas trop. C'est psychologiquement un des trucs que j'ai trouvé le plus fou. Enfin, c'est vraiment, même la première fois où je l'ai vu, où j'ai pas trop capté la fin, où j'ai trouvé un petit peu long, où m'a pas transcendé, j'ai dit cette scène-là, c'est un délire. Enfin, franchement, je me mets à la place du personnage, je me mets à la place de tout le monde, même cette notion du temps décalé, je me dis c'est terrible. Mais outre ce moment-là, c'est parce qu'il y a quand même tout un début sur Terre, je pense qu'il y a au moins une bonne heure sur Terre, je trouve vraiment hyper intéressante, sur un discours écologique, sur cette famille de fermiers, sur le personnage de Matthew McConaughey avec ses enfants, je trouve vraiment super aussi. Il y a Chalamet, Faut que je le ses enfants. revoie. Ouais, il est tout petit. Et quand tu pars dans l'espace, tu prends une claque visuelle. Il arrive à être compliqué, mais sans non plus partir dans les clichés de Nolan ou de son frère, de trop compliqué pour rien. Et pareil, là, je trouve la fin super touchante. Ouais. C'est un ressenti, c'est presque... La bande son est légendaire. La bande son. Alors le problème de cette bande son, c'est qu'elle est sur un réel sur 3 sur Insta, donc t'as l'impression qu'elle saoule, mais la bande son est splendide. Elle accompagne magnifiquement le mood du film, quoi. C'est Matthew McConaughey, c'est un des acteurs que j'aime le plus vraiment. Il fait un petit peu la même chose et un peu plus rare ces dernières années. Depuis 5-6 ans, je suis un peu moins fan, mais sur toute cette période-là, là, il enchaîne masterclass sur masterclass. Et c'est un film qui c'est vraiment un choc, quoi. C'est un choc et tu sais que tu vas le revoir. Peut-être que dans 5 ans, il sera pas 4 mais 15 et qu'en fait, dans 20 ans, il sera 1, quoi. Tu vois, il peut évoluer ce film-là.
Moi, Et l'ai je pas- pense que l'ai vu qu'une fois et j'avais beaucoup aimé. Attention, hein, moi c'est plutôt dans la catégorie très bon film que ouais, ok, un peu surcoté. Je trouve ça vraiment très très bien. Mais s'il est surcoté, c'est qu'il a marqué tellement de gens de ma génération Mm. que en fait, Oui. tout le monde le kiffe. Donc dès que Mm. tout le monde kiffe un film, c'est un peu comme Pulp Fiction avant, Mm. il faut dire que c'est moyen. Mais non, en fait. Puis je pense que c'est vraiment un truc sur les sentiments Interstellar. C'est pas comme un Dark Knight où ça peut être sur le spectacle Mm. ou du Star Wars. Tu vois. Star Wars avant, c'est vraiment sur du spectacle. Là, c'est vraiment plus un feeling. Et je pense que je peux comprendre qu'on n'accroche pas. Mais quand t'accroches, t'es embarqué dans un truc. Ouais, ouais. C'est un peu le 2001 de notre génération, quoi, tu vois. C'est un peu ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Complètement. Django Unchained, Ouais, c'est pas mal, je vais te laisser des cartouches dessus. Bon, vas-y, y a de quoi dire, de toute façon. Django Unchained est 4ème de mon classement all-time. C'est mon Tarantino préféré. Ouais, c'est mon Tarantino préféré. C'est parce que je pense que c'est peut-être c'est le meilleur film de Tarantino. C'est l'un des meilleurs films de notre génération. Et pourtant, c'est porté par Jamie Foxx, qui n'est pas un grand acteur, mais qui livre une performance Tarantino est remarquable. un grand directeur d'acteurs. Voilà. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais hormis Jamie Foxx, le reste, on a ce qui se fait de mieux de DiCaprio sur un laps de temps vraiment très court. Ouais. Samuel Jackson, c'est sa meilleure performance all-time. Mais alors vraiment, je trouve que dans un rôle qu'il n'avait jamais fait, genre c'est tellement le rôle le plus marginal de Samuel Jackson. On l'a vu dans des rôles ultra badass dans tous les registres, mais être cet antagoniste profondément vicieux. Il y a des interviews de lui qui parle de ce rôle-là, il est hilarant quand il en parle, Ouais. parce qu'il avait dit à Tarantino, en fait, tu me fais jouer le plus gros connard de tous les temps. Bah, c'est ce personnage noir qui en fait est presque autant raciste que les Ouais, blancs. Enfin, mais oui. c'est Et insupportable. il y a tellement d'anecdotes autour de ce film. Enfin, franchement, toutes les interviews, parce qu'il n'y a que des grands hommes qui parlent de ce film, mais tous les interviews, toutes les anecdotes qu'il y a, comme DiCaprio qui, sur le tournage, n'arrivait pas à dire autant nègre et à être ce gars-là. Et t'as Samuel Jackson qui lui a parlé comme un chien pour le mettre dans son rôle et tout. Et Pour que le lendemain, il arrive et Jamie Foxx fait Hey Léo il le regarde même pas, il lui répond pas. Et il Ouais, a fait, c'est Jamie Foxx Ok. qui en parle. Ok. C'est ça. Et c'est tellement drôle. Christophe Waltz fait un back-to-back pour l'Oscar du meilleur second rôle. Et en ayant joué le pire connard, c'était avant ou après? Non, c'est d'abord Django. Non, d'abord Inglourious Basterds, C'est d'abord Inglourious 2009 et Basterds. 2012 Django. Et il revient dans un rôle qui est génial, profondément attachant. Le film est très drôle. La séquence du Ku Klux Klan qui descendent de la montagne. Je te les pique, je suis désolé. Je te pique cette cartouche-là. J'y pensais même pas à lui. Et- Mais lui, bien sûr que c'est trop cette drôle. séquence où ils ont pas les yeux en face des trous et ils sont là en train de gueuler et t'as celui dont la femme a fait ça qui est en train de se vexer en disant c'est pas cool et tout. C'est tellement drôle. Il y a Jonah Hill hein, qui est dans un de ses sous ses Ouais. masques. C'est Et vrai. l'acteur qui lit le Gugus Clan, j'ai pas son nom, mais il est hyper connu aussi. Ouais. Il a fait plein de trucs. En fait, tout est brillant. C'est un film de 2h30 mais qui passe à une vitesse et on a un bouquet final comme on aime avec Tarantino, comme il nous l'a un peu habitué, de finir en, tu sais, mais vraiment, c'est vraiment la métaphore du feu d'artifice et du bouquet final. Ouais. Ça finit en bain de sang, mais jusqu'à ce que ça en soit comique, tu vois. Oui, c'est Genre, cartoonesque. C'est cartoonesque. Il y a des scènes, ça genre, on gicle parlait mieux, il y a de des scènes partout. horribles qui sont très premier degré Ouais. et très sérieuses Notamment parce avec que, la femme de Jamie Foxx. parce que le sujet Django. mérite sérieux Mm. et respect. Mais quand il veut être plus cartoon, pulp et tout ça, il arrive à le faire aussi et il le fait. Quand il tire sur... il dit Dans le cul et au ça. revoir, dit au revoir à Brumilda, je sais plus comment ça... Non, Brumilda c'est ça, la femme de Django, à la femme de Ouais. DiCaprio quoi. Et qui lui dit au revoir, et là il tire, et au lieu de prendre la balle, elle l'explose en arrière comme Ouais, ça, elle ouais, part. ouais. C'est sûr qu'elle a été tirée par un câble et qu'elle part, c'est totalement irréaliste, Mm. mais ça passe trop bien quoi. Ouais. Le I can't see shot nigger et l'autre il sort le I can't two guns nigger. Genre c'est des phrases, c'est tellement des répliques qui sont mais tellement ouf. Les dialogues de Quentin. Les dialogues, tout ça, la bande son qui est à la fois rap et rock et punk un peu je trouve. C'est brillant, enfin c'est un film, je l'ai pas vu depuis très longtemps mais il siège tout en haut et tu vois c'est dans les films où
sais, des fois, t'as des films que tu baisses un peu, que tu vas remonter. Genre là, putain, mon top 4, mon top 3, parce qu'il y en a un qui est un peu plus récent, mais j'ai 3 films, ouah, pour les bouger. Ouais. Alors, t'es en plein milieu des années 2010, hein, début des années 2010, fin des années 2010, tu vois. Il n'y a pas un film des années 2000, 90 Bah, qui m'ont. c'est des films de logique notre que époque, nous tu qui vois. sommes fin d'année 90, dans nos films Mm. préférés, il y a beaucoup de films entre 2008 et 2015. Bah, voilà, C'est ça, les ouais. moments où tu découvres le cinéma, où tu comprends un peu Mm. et où tu prends des tartes que Mm. je peux comprendre que quelqu'un qui a pas aimé Django, j'ai du mal, mais je peux comprendre que quelqu'un qui a 50 ans au moment où il regarde Django, Il l'aura pas dans son top 10. Tu il vois. l'aura peut-être pas dans son top 10, mais nous quand on le voit à ce moment-là, Ouais. ça te fait un truc. Et ou Interstellar, c'est pareil. Peut-être le mec a grandi avec Kubrick, il voit Interstellar à 60 piges, il fait bon. Ouais. Django. Je suis même pas sûr que t'aies vu mon 3. Putain, alors toi, ça veut dire que là, il y en a quand même. Non, mais lui, tu l'as si haut, ça veut dire. Donc là, j'ai ton 1 et ton 2. Si ça, c'est ton. C'est possible. Je pense qu'il y en a un que t'as pas parlé encore et que je pense que tu vas avoir. Bah, il est là. Ok, donc Il on y a, a le- quand il y a- même. il y a Léo là aussi. Ouais. Le Loup de Wall Street. Jurassic Park. Ah, bah, si, je l'ai vu, Jurassic Park. Ah, mais je sais pas si on parle jamais. Non, j'en C'est parle pas- jamais parce que je l'ai rattrapé tard et que c'est pas. Tu vois, j'ai trouvé ça sympa, mais. Ok. Mais vas-y, hein. Bah, Ouais, ton troisième film fini. préféré de ta vie est sympa, mais. non, bah, déjà, quand je parlais de peut-être le deuxième meilleur BO avec Spider-Man, la numéro 1 elle est là. Mhm. C'est le même effet, c'est-à-dire que même quand c'est dans les Jurassic World, quand il y a cette BO qui se lance, ça me procure un truc en moi que je peux pas. Je pourrais sourire, je pourrais pleurer, ça dépend le mood, mais juste la musique me fait quelque chose. Je regarde ce film chez mes grands-parents mardi soir sur une petite télé carré cathodique là, et je prends un choc terrible et je deviens un passionné de dinosaures quand j'étais petit, mais vraiment hardcore. Genre chez moi, il y avait une quinzaine de livres, il y avait les figurines, il y avait tout. Et j'étais alors je suis le seul parce que j'ai tout perdu parce que j'ai arrêté de m'intéresser, mais j'étais un puits de science des dinosaures au point où j'étais allé avec au Muséum d'histoire naturelle à Paris, mes grands-parents m'avaient emmené. J'avais 8 ans et que je faisais la visite à mes grands-parents. Ouais. Ça, ma mamie elle disait, ah, ça c'est intéressant. Je fais, non mamie, c'est un allosaure, il a 2 doigts, pas 3. Tu les Genre, connais ce genre de tous, truc mais oui, pointu de ouf, tu vois. C'est ça. Mais bon, revenons au ciné. Comme Limsa, il dit quand j'étais jeune, je connaissais des joueurs comme Dinosoft, tous les noms de dinosaures. Voilà, tout pareil. Ça a vraiment été un truc culte dans ma vie, quoi. Et après, ben, en fait, c'est le genre de film, même si t'aimes petit, tu revois, et j'adore encore maintenant. Le côté dino, pas numérique, enfin il y a des mélanges de numérique et de pas numérique dans ce film, il y a des vidéos hyper intéressantes sur ça, parce que pareil, pondre un film avec ses effets spéciaux là en 93, en tournant la liste de Schindler le soir et en faisant le montage de Jurassic Park l'après-midi, c'est une dinguerie. Donc ces espèces d'animatroniques fait que le film n'a pas vieilli du tout, Ouais. et que je pense dans 40 ans il sera plus facile de voir Jurassic Park 93 que Jurassic World 2015. Et tout ce rapport au monstre, mais à l'enfance, pareil avec ses personnages. Spielberg, de toute façon, il adore les enfants et pas dans le Epstein. Oui. il adore traiter les thématiques de l'enfance. Ouais, bien sûr. Indiana Jones, E.T., même les films qu'il a produits avec Columbus et tout, bref. Et donc, du coup, ça rend ça touchant. Et avec ce personnage de Sam Neill qui est un peu réfractaire aux enfants et qui va finir par, au final, les prendre dans ses bras et avoir ce côté paternel qui va arriver, c'est vachement touchant. J'ai encore envie de dire la BO parce que vraiment, je trouve qu'elle amplifie tout le film, quoi. Et il arrivait, et je trouve que ça se fait plus trop, ces films-là, à juger, faire presque de l'horreur pour enfants, dans le sens où c'est quand même un film qui est dur, il y a des gens qui sont bouffés vivants, il y a un mec qui prend du venin dans la gueule, il y a quand même des scènes dures. Mais sans non plus aller trop loin et faire que tu arrives à. Ça te marque, mais c'est regardable. Sans te traumatiser, quoi. Alors ça peut traumatiser de voir un gars se faire bouffer par un T-Rex et qu'il a le T-Rex dans la bouche et l'autre il a les pieds qui font comme ça. Il y a quand même des scènes dures. Et en plus, c'est une saga, même si rien n'égale le premier, que j'apprécie encore. J'aime beaucoup le 2. J'aime vraiment bien le 3 qui était moins aimé. T'as aimé Parce que Jurassic World Et Jurassic World, j'aime bien les 2 premiers. Pour des raisons très très différentes. Je déteste Dominion, le 3e qu'ils avaient fait. Ouais. Je trouvais ridicule. Et le dernier qui est sorti en 2025, là, il est sympa sans plus. Enfin, Ouais. la bande-annonce montrait tous les bons moments. Mais Ok. bref, et je sais que je continuerai à suivre cette saga, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Moi, je te pique ton 1 et ton 2. Et C'est mon j'en 2, parle le avant Loup de toi. Wall Street. Donc je peux enchaîner sur... je peux Ouais. écrire mon 2. Allez. C'est parti. Donc, le loup de Wall Street en 2. Donc, du coup, on va s'arrêter à 19 vraisemblablement.
Mais on fera Celui-là, quand faut même le noter, oui. on fera un check VAR Ouais. pour être sûr qu'on n'en a pas loupé. Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Déjà, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est le meilleur Scorsese. De toute façon, on avait fait un top 10 Scorsese ou top 5. Non, je crois qu'on avait fait une émission spéciale et on avait parlé de Scorsese. Tu sais, on Ou avait top fait 3. Ah oui, le meilleur, le sous-côté C'est et le ça. moins bon. Et du coup, le meilleur on était sur celui-là. Le film de Papy Scorsese, qui, du haut de ses 75 ans, peut-être à l'époque, nous pond un film C'est d'une incroyable. autre génération, mais tellement actuel. Qui met à l'amende de tous les réels de l'époque. Qui met quoi. à l'amende tous les Franchement, réels de Moi, je suis un réel de l'époque. 30 ans à l'époque du Loup de Wall Street qui Je- sort ça, ouais. je pète un câble. Ouais, je fais de la musique. Je fais de la musique. Bah, la bande son de Le Loup de Wall Street est dingue. C'est vraiment. Alors là, c'est une C'est pas ce qui me compile. vient en premier, moi. Ah tu vois. putain, moi je l'ai écouté mais pendant des années, genre vraiment tu la fous en aléatoire parce que c'est une compile. T'as pas une bande son écrite, composée ou quoi, c'est vraiment une compile de titres cultes. On entend même des chansons françaises dedans. Mais c'est voilà, le meilleur film d'un des meilleurs réalisateurs avec l'un des meilleurs acteurs, DiCaprio, qui pour moi signe sa prestation qui aurait dû être oscarisable. Ça veut dire que t'as 3 films de Jean Dujardin dans ton top 10. Ouais. Totalement. Ça veut dire- Avec le banquier suisse qui voilà, enfin Et je suis totalement d'accord. Pour moi, l'Oscar de DiCaprio dans The Revenant, c'est pour Loup de Wall Street. c'est pour le Loup de Wall Street. Je, ouais. je suis totalement d'accord. Et voilà, enfin moi c'est un film que je peux regarder plein de fois. Je découvre, ce film confirme que je suis hétérosexuel aussi. Parce qu'on a Margot Robbie qui est jeune à l'époque, qui a 21 ans, mais c'est pas grave, je suis mineur à l'époque, donc ça va, tu vois. Mais vraiment, genre Margot Robbie et devient un sex symbole. À cette Mais époque-là, voilà. Sexy, mais pas vulgaire non plus. Non, tu tu passes de Megan Fox a fait. Ouais, ça c'est plus vulgaire. Enfin, Ouais, mais dans Transformers 2, bref, débat parallèle. Ça va finir en Jérôme Non, mais tu vois, Rotten c'est et vrai, Riolo, cette histoire. la façon de filmer de. Comment il s'appelle Michael Bay Ouais. est volontairement un peu Ah grasse. bah il l'a fait de Megan Fox un sex symbol. Voilà, ça mais c'est sûr. c'est le plan qui descend sur le. Margot Robbie, elle est pas filmée comme ça par Elle est Scorsese. filmée entièrement nue, Oui, de mais, loin. mais je trouve plus élégant Oui. le nu de Margot Robbie que Megan Fox en mini-short. Et puis Voilà. la séquence où Margot Robbie ouvre, elle se trouve entièrement nue, on la voit entièrement nue de loin. En musette ou en sous-vêtements, quoi. Et le cut qu'il y a avec un plan des pieds, caméos. c'est que les pieds. Hein. On ne voit que les pieds qui... Qui lui dit t'as joui? Bah non. Et toi? Oui. C'est tellement drôle. Moi, Et- je l'ai vu au ciné cette scène et je suis sûr quand elle est arrivée, il y a eu. Pourtant la salle était pas pleine, hein. Il y a eu un. Il y a vraiment lui, les mecs dispersés dans la salle et quand tous et je crois qu'il y a un mec qui a sifflé. Ouais. Je sais pas si c'est un souvenir que je m'invente, mais je crois qu'il y a un mec qui a sifflé. T'aurais aimé que ça se passe. Non, parle un peu de Ouais, ce mais film. c'est en termes, moi j'aime les films qui vont Pourquoi il sont est rythmés deuxième quand même. Ben, Bon. j'y vais parce qu'un pote me dit il y a ce film qui est marrant, il lance des nains. Ah ouais, ça Le- part de là. La pire présentation Ouais. possible de ce film-là. Mais toutes les scènes d'open space sont absolument dingues clair. dans ce film. Et juste c'est ce truc de ce film qui est bien, et j'entends quand même, je suis en première, et j'entends quand même parler en bien. Je sais pas qui est Scorsese, enfin il n'y a pas du tout ce côté-là, mais j'entends quand même parler de ce film. J'y vais. Je crois que c'est un date d'ailleurs ce film. Je me suis battu les couilles de la meuf pendant tout le film tellement j'étais à fond du truc. Et j'y vais vraiment comme ça quoi. Et Ouais. je m'attends pas à être la bouche ouverte pendant 2h40. Mm. C'est 2h40 qui durent une demi-heure en ressenti. Je Ouais. comprends pas comment ils peuvent faire aussi rythmé. Non, c'est incroyable. Ouais. Toutes les scènes ont leur importance, toutes les scènes Ouais. sont pertinentes. Et enfin, t'arrives à faire autant de scènes et toutes bien les réaliser. Il n'y a pas de gras. La scène, 2h40, j'ai vu sans une gras. analyse de la scène avec Dujardin justement, Ouais. liée entre DiCaprio qui a derrière lui un bassin, enfin il a le Lac Léman. lac, voilà, et Dujardin qui a un aquarium avec un Ouais. piranha. Et en fait toute la symbolique Ouais. du mec qui est enfermé et comment lui va finir par rapport à DiCaprio et comment quand la caméra bouge, Ouais. les perspectives s'échangent, c'est Dujardin qui a le lac derrière et DiCaprio. Enfin il y a tout un truc Ah ouais, putain, faut à que je le analyser, c'est extraordinaire, c'est Mhm. extraordinaire. Ça arrive à te faire parler d'un personnage antipathique, enfin revoie. c'est un mais rise ça, and c'est fall mais tiré d'une- tellement ouais, intelligent. C'est un rise and fall, mais tiré d'une histoire vraie, C'est qui est fou. ça qui rend le truc encore. Alors je pense quand même qu'il y a des romancés, mais qui
t'as- Tout le monde s'en bat les couilles que ça soit une histoire vraie. Oui. Genre, Bah oui, mais en fait, t'as envie d'être lui parce que le côté excentrique, mais ça finit quand même mal pour lui, Mhm. tu vois. Et le vrai Jordan Belfort qui a essayé de resurfer sur la vague du film, Mhm. il arrive à choper que les gens qui n'ont rien compris au film, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as pas envie de finir divorcé, drogué, ouais. en tôle et à perdre tout ton pognon. Mais Mhm. le nombre de scènes cultes, on pourrait passer une demi-heure juste Ah sur ouais. ça. Mais quand Mais il balance les bifetons aux agents du FBI depuis son yacht, la scène de la drogue qui marche pas. Les scènes au début où, Rien que- où les autres voient que c'est un crack, tu sais, Oui. et qu'il est là au téléphone Ouais, pour mais vendre des putain. calculettes et tout Putain. ça, et que Mais c'est il est après- comme ça, c'est il mime, mais Oui. Et le nombre de fois où je vois ça, dès que tu vois un transfert ou un trade en NBA qui Ouais. où I'm l'équipe not fait fucking niquer, living. t'as ça, le I'm not fucking living avec le deepfake de Messi, je l'ai vu Ouais. 1000 fois. Tu parlais de scène d'intro, je pense que la scène d'opening, c'est DiCaprio qui descend les escaliers et qui raconte toutes les drogues qu'il prend et qui fait comme ça devant son miroir là. Mm. Ça devait pas être ouf au micro, désolé. La scène d'opening se met direct dans l'ambiance. Franchement, c'est fait partie des films. Si on me dit j'ai vu le Loup de Wall Street, j'ai pas aimé, Ouais. je ne comprends pas. Ouais. Je comprends vraiment que premier t'étais degré. T'étais sur ton tel à côté et. Je peux comprendre pas numéro 2. Je peux C'est un comprendre que immense ça- film. Scorsese a fait tellement de chefs-d'œuvre. On n'a même pas parlé de Taxi Driver dans cette émission. Ouais, que je n'ai pas, moi. Non. Moi, je l'ai vu il y a trop longtemps pour le mettre. Mm. Faudrait que je le revoie. On n'a pas parlé de Raging Bull. Enfin, le mec a une liste de chefs-d'œuvre. Donc, si même c'est même pas dans le top 5 Scorsese, je peux le comprendre. Mais me dire que j'ai vu le Loup de Wall Street, j'ai pas aimé, Ouais. c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui est ton... Franchement, je sais ton numéro 1, mais je sais pas ton numéro 2 là, comme ça. Allez, Ouais, moi, c'est le Loup de Wall Street, du coup, mon numéro 2. La La Land. Oh, du coup, ouais, bon, je saurais pas le 1, mais. Ah, mais vous spoilez pas le 1, les gens qui me connaissent et qui voient un peu ce qu'il y a. Voilà Donc, quoi. t'as les deux Chazelle Ouais. en deux premiers. Ouais. Waouh! Et j'ai même pas le sentiment de penser que Damien Chazelle est mon réalisateur préféré. Tu vois. Il a fait 3 films et les 3 sont dans ton top 100. Ah non, il y a First Man dont on n'a pas parlé. Ouais, il y a fait First quatre. Man qui reste un film de bonne facture. Mais Whiplash est un peu plus loin, enfin plus loin, mais en tout cas il est présent dans nos deux top 100. Ouais. Mais ouais, La La Land. La La Land, moi je suis comédie musicale. Ce film va confirmer que je suis comédie musicale. C'est une bande-son que j'écoute encore 10 ans après, tous les jours. C'est Emma Stone, Ryan Gosling qui est peut-être l'un des couples, moi, qui me plaît le plus. Je les adore dans Crazy Stupid Love, un autre film dont j'ai parlé. Ouais. Là, l'histoire entre Mia et Sébastien, c'est l'une des plus belles romances que j'ai vues de ma vie au cinéma, une qui me touche à chaque fois. J'aime ce côté deux âmes qui se rencontrent, qui se testent, puis ensuite qui vivent ensemble. C'est vraiment une épopée d'1 an seulement, parce que le film est coupé en 4 saisons, tu sais, c'est summer, automne, Ouais, c'est vrai, hiver c'est vrai. et tout, printemps. Ça fait longtemps, là, mais oui. Et c'est vraiment sur une année, toutes les scènes de musique sont hyper belles, chorégraphiées. L'opening de La La Land, Ouais. si toi t'aimes pas trop le film La La Land, Ouais, tu m'as dit c'est pas trop ma cam. les comédies musicales de base, c'est. Alors, il y en a des fois, j'avais bien aimé Annette, de Ouais. Oscar Axe. J'ai apprécié celle de Audiard, là, Emilia Pérez. Emilia Pérez. Celle-ci, j'apprécie parce qu'il y a une esthétique qui est tellement marquée Ouais. et des acteurs tellement bons que je passe pas un mauvais moment. Mais j'ai un film que j'ai vu qu'une fois et j'ai un petit peu de mal. Et tu vois, Mais je l'opening, reconnais que j'ai pas aucun problème à ce que ce soit un des films préférés des gens. l'opening de La La Land dans les bouchons, là, toute cette chorégraphie est ouais, absolument remarquable en plan séquence, le plan séquence. C'est plus le plan de fin moi, Et qui fou. m'a marqué. Ah, et Avec sur leur gueule là. Et puis tu as le plan de fin qui est maintenant l'une des signatures de Damien Chazelle, de finir sur un chant contre chant Ouais. très, très rapproché. C'est vrai qu'il fait pareil sur Whiplash. Hein, Il fait pareil sur Whiplash, il fait pareil sur Whiplash, il fait ça. Sur First Man, il fait pareil, tu sais, lui il est en quarantaine et il est d'une Je l'ai vu au ciné, First Man, je l'ai pas revu. Donc je il t'avoue que là, est les d'un détails, côté de la vie, en fait, d'une vie Ouais. comme ça, et l'un et l'autre d'une côté de la quarantaine. Ok. Dans La La Land, ça finit là-dessus. Et dans Babylone, c'est lui face au cinéma. C'est vraiment le gros plan de Magny à la fin face au cinéma, tu vois. Bref, mais du coup, La La Land, voilà. Enfin, j'adore ce film, j'adore ce découpage, la bande son. Moi, Justin Hurwitz, pour le coup, je peux dire que c'est mon compositeur préféré de musique. Et Hans Zimmer est un énorme monsieur et de toute façon, il est deuxième, hein, attention. Mais Ouais. Justin Hurwitz, c'est
Il a signé la BO de La La Land et de Babylone, c'est absolument incroyable. Et voilà, et je le revois souvent. Même ça, esthétiquement, je trouve qu'il est Esthétiquement, vraiment il le choix est des dingue, couleurs, il est parfait ce film. dans des chorégraphies, Ouais. c'est... Un film, moi je trouve que c'est un film parfait, La La Land. Dans son registre, oui, au minima très réussi. Bah, Oui. il a quoi? Il a 4-5 Oscars, un truc comme ça? Il a pas celui du meilleur film, du coup, vu que c'est Moonlight qu'il a eu. J'aime beaucoup Moonlight. Ouais, mais tu l'as pas la rêve des Oscars où il est annoncé comme Mais si, il se Oscar trompe, du oui. meilleur film Et qu'en au fait, il final, c'est revient pas et lui. fait non, c'est pas Ah. toi, c'est Moonlight. Alors qu'il il a eu tous les prix de la. Bah, c'est crédible. Ouais, C'est il crédible. a eu tous les prix de Damien Chazelle prend le plus jeune Oscar pour un réalisateur. Et en un, OSS 117.3. ouais, c'est ça, c'est Babylone. Django Unchained. Voilà, pas de surprise. Non. Ben, en fait, moi, Django, je pense que toute ma vie, ce sera mon numéro 1. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un moment, une période précise où il tombe et qui fait que maintenant, avec le regard, je sais pas si il y aura un film qui va exister, que je vais voir et je vais dire, allez, Django, ça saute. Hmm. Je vais voir ça en 2012, je suis en 3e avec ma mère. Je pense que j'ai vu Pulp Fiction, mais c'est tout Tarantino. Et je vais au ciné, un peu comme toi, tu avais raconté aussi ce côté un peu inquiet quand même. Parce que tu Ouais, dis, moi, Tarantino, Django, je l'ai pas raconté tout à l'heure, mais. mais ça pique. Non, bon. mes parents me forcent à y aller et dans la voiture, je fais une crise d'angoisse où je suis en larmes en disant mais j'ai 10 ans et vous m'envoyez voir ce film et j'ai pas l'âge pour le regarder et voilà quoi, en mode Ouais. si vous êtes des parents odieux et tout. Quel Et quand je connard. suis sorti, j'ai fait en mode waouh, c'est trop incroyable, les films interdits aux moins de 12 ans. Là, mais il y a ce truc qu'en fait, d'avoir vu à cet âge-là, à ce moment-là, avec la culture maigre ciné, mais un petit peu, j'avais vu pas mal de films, mais fait que je me prends une bombe atomique à ce moment-là Hmm. que je pourrais jamais me reprendre en fait. Un peu comme Pulp Fiction d'ailleurs, c'est le moment où tu te dis en fait on peut tout faire. C'est-à-dire que tu as d'entrée cette scène où mes angoisses commencent à prendre vie quand le mec tombe sous le cheval, tu sens qu'il a la jambe brisée et que l'autre il appuie dessus, tu fais oh, putain ça va être dur pendant 2h40 de se Ouais. taper ça. Et en fait tu as des moments comme je disais tout à l'heure plus légers, voire même drôles dans les échanges entre Django et le dentiste. Déjà rien que là le concept de son dentiste tueur à gage avec sa chico sur sa gondole, enfin juste des petits Les détails personnages, comme ils sont ça. écrits, tu dis c'est mais comment il a trouvé incroyable. ça, ouais. Et donc tu as des moments un peu plus légers et comme je disais tout à l'heure quand ça devient des sujets quand même pour parler d'esclavage, c'est d'une noirceur et d'une violence limite insoutenable. Je pense que c'est celui qui a c'est le Tarantino qui a les scènes les plus dures, le mec qui se fait bouffer par des chiens, sa femme qui sort de l'étouffoir comme ils appellent dans le film. T'as des moments quand même, t'es là, même ok, ça m'a choqué à 14, mais je peux le revoir, je l'ai revu il y a 2 ans. Il y a encore Ouais. des moments où tu fais, psychologiquement, c'est dur. Mm. Et des moments en fait cartoon, donc un peu comme à l'Inglourious Bastard, en fait, t'as tellement de plaisir à voir les gentils gagner, même s'ils ont morflé. Casting de taré, comme tu dis, Jamie Foxx. Moi, je sors de là, Jamie Foxx c'est mon acteur préféré hein, en 2012. Hein. Je regarde tous ses films. Alors, j'ai pas vu Ray, pour lequel il y a eu un Oscar. Quand même. Ouais, je l'ai vu moi. Mais, Il joue bien hein, pour le coup. C'est vrai que s'il est oscarisé. Ouais. Mais c'est vrai que la suite de sa carrière ensuite, les films d'action un peu qu'il a fait. Baby Driver, je crois qu'il est dedans. Baby Driver, il est pas trop mal, bonne mais c'est un peu faction. toujours le même rôle, tu vois. Ouais. Il a pas la profondeur. Will Smith aurait été pressenti au tout départ. Will Smith aurait dû faire le film et il avait peur de ternir son image. Ouais. Et la méta Will Smith dans ce film, j'aurais aimé voir ça quand même dirigé par Tarantino. Mais bon, Jamie Foxx a fait un truc super, donc pas de problème. Comme tu as dit, DiCaprio, t'as l'impression, moi quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait on le voit pas beaucoup. Mais en fait, on il le voit te crève beaucoup. l'écran tellement fort. Et c'est la musique. T'as la BO composée par Ennio Morricone, un des plus grands compositeurs de tous les temps. Et en même temps, Tarantino qui va te chercher Tupac, qui va te chercher des musiques de country, de trucs qui sont dingues. La musique, moi j'ai le CD qui tournait dans ma voiture en boucle, Rick Ross, enfin. C'est vraiment que des dingueries. Et quand c'est de l'action, c'est trop bien shooté. Quand c'est des scènes dures, elles sont vraiment dures. J'ai vu encore passer un truc sur les choix de distance, notamment la scène où justement cette scène où t'as ce mec qui essaie de s'échapper et quand DiCaprio lui parle et enfin il y a le choix d'angle de caméra pour montrer qui est en position de force, c'est brillant, c'est un génie de la mise en scène Tarantino, c'est vraiment, c'est pas galvaudé de dire ça.
Et il arrive quand même à te faire un truc agréable à suivre. Enfin, tout est fort. Je sais pas, jusqu'à la mort du dentiste. Fait chaque scène, il y a un mini creux, je trouve, de rythme dans la période où Christophe Waltz va entraîner Django. Ouais. Où il est dans les montagnes, où il raconte la légende au début, hein. quand il raconte la légende de Brumilda. Il y a un petit moment, en le revoyant pour la 4e fois, je me dis. Ouais, mais c'est les 20 premières minutes, donc mais je chipote sur mon numéro 1. Ouais. Non, c'est pas numéro 1, c'est plus au bout d'1 heure, je pense. Ah ouais C'est un peu après. Au début, il le récupère, après, il va l'habiller, il va lui montrer où est où est les frères, enfin, il faut qu'il retrouve et tout ça. Et après, il y a ça. Et même voilà, si tu parlais de punchline, quand le mec il a fouetté, c'est lui qui le fouette. Et I like the way you die, le nombre de punchlines qui sont faites dans ce film, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Et je pense vraiment que, voilà, comme je disais, le moment où je l'ai vu, dans le contexte auquel je l'ai vu au ciné, j'aimerais, je serais ravi. Mais je pense que dans ma vie de cinéphile, il n'y aura aucun moment où je verrai un autre truc qui me fera passer le numéro 1. De 2 à 100, ça peut bouger. Mais je pense que lui, numéro 1, je mourrai avec Django, mon film préféré. Quoi. Et moi, c'est pas impossible que je meure avec Babylone aussi en numéro 1. Moi, j'ai envie d'avoir un film vu des 3 dernières années et te dire c'est mon film préf. Quoi. Ouais. C'est la plus grosse claque que j'ai pris au cinéma. J'ai vraiment la séance la plus marquante que j'ai vue. Et t'as le sentiment que t'as une espèce d'énergie commune face à un film qui te met une énorme claque sur tout le long. En fait, c'est un film qui a énormément d'inspiration sur du cinéma que nous on a consommé. Le Rise and Fall scorsésien, tu vois, il y a beaucoup de clins d'œil scénaristiques et même visuels à beaucoup de films avec Chantons sous la pluie, etc., Singing in the Rain et tout. C'est un film qui, voilà, c'est vraiment le film d'un mec qui aime le cinéma et qui veut faire un film pour l'amour du cinéma. Tout à fait. Et au milieu de ça, on a la révélation de Diego Calva, on a Margot Robbie. Il n'a pas fait grand-chose depuis. Non, il a fait un joli film là, il n'y a pas longtemps avec Jacob Elordi et une nana, la nana qui joue dans la série avec Paul Mescal là. Oui, je vois son nom. Voilà, là où chantent les écrevisses et tout ça. Voilà, exactement. Ils ont fait un film tous les trois l'année dernière qui était pas mal. Mais bon, doucement, en tout cas, Diego Calva, c'est sûr. Mais à côté de ça, on a Margot Robbie qui, pour moi, c'est le rôle de sa carrière pour l'instant. Qui joue cette Nellie Leroy qui est absolument dingue. La scène où elle est dans le désert et elle pleure sur commande. Toute l'évolution de son personnage aussi, qui en fait est la relation toxique de Diego Calva, quoi, qui lui, à un moment donné, s'affranchit d'elle, mais elle, il a cette fidélité, cet amour un peu unilatéral pour elle, qui lui fait qu'il se sent redevable de l'aider jusqu'à la fin de sa vie. Brad Pitt est ce comédien en fin de carrière qui va être un peu la victime de la bascule du cinéma muet au cinéma parlant. J'ai pas dans mon top 100, mais j'adore la scène où... justement, en fait, le plateau entier n'arrive pas à gérer le son. Ouais. Et jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui crève de chaud dans une pièce, je sais même plus pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est sur la scène avec Margot Robbie, ouais. Et je trouve cette scène... Parce que nous, ça te paraît anodin, tu regardes des cinémas, le cinéma muet, j'en ai pas vu énormément, mais j'en ai quand même vu quelques-uns, notamment de Chaplin. Tu te dis, tu passes au parlant, tu mets ta frisson. Et en fait, tout était compliqué. Tout était compliqué. Et le moindre petit... Et je trouve le film représente magnifiquement cet aspect-là. Il parle de ce passage-là, d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que tu dis c'est vraiment un film de mec qui aime le cinéma. Toute la partie dans le désert avec Brad Pitt qui est de plus en plus bourré, qu'ils ont un problème de caméra, l'autre qui doit aller chercher une caméra, mais attention parce qu'il y a la lumière du jour qui descend et on veut choper le... Enfin, tout le film en fait est fait, t'as toute l'arc narratif autour de Tobey Maguire dans les fins fonds de Los Angeles qui est terrifiant. C'est un film qui mêle énormément de genres. C'est 3 heures et avec une bande-son de Justin Hurwitz qui est légendaire pour moi. Valentine, ma chérie, m'a offert le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire en m'offrant 2 places pour le Grand Rex et ce film-là au Grand Rex avec Justin Hurwitz qui sera là sur un ciné-concert. Et putain, mais j'ai tellement hâte et je veux pas le revoir avant ça. Oui, tu vois. non. Là, mais je l'ai déjà vu 3 fois, hein, mais là, je me dis, celle-ci, je veux le revoir dans des conditions de cinéma et tout. Et puis vraiment, la première scène, genre le Babylone qui arrive au bout de
40 minutes de film, après un premier acte où on est dans la fête, Ouais, etc. le premier acte, l'effervescence. je pense que c'est ma partie préférée. quand Ah même. ouais, c'est une Elle est folie. assez je trouve qu'il y a un petit problème de rythme ensuite. Enfin, toi, moi, la partie avec Tobey Maguire, je suis pas très fan. Je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Ouais. Après un visionnage il y a 3 ans, hein, pas parole Tu d'évangile. l'as là. vu qu'une seule fois? Ouais. Ouais. Mais je dirais que la première partie est tellement folle. Et Ça vaudrait le coup que tu le revoies, je pense. Oh, oui, je reverrai Babylone Ouais. un jour. Je reverrai Babylone un jour, ça y a pas de problème. Puis j'aime vraiment beaucoup Chazelle malgré tout. Donc, C'est là-dessus que va terminer notre top 100. Ça a été une belle aventure. J'espère que vous avez fait le plein de recos aussi, parce qu'on a quand même passé en revue 180 films, si on tient les comptes à peu près. Personne n'a tout vu. mais ouais, je pense que 180 films différents. Un énorme merci aussi à Gabriel, à la prod, sur toute cette série. C'est lui qui a monté toutes les capsules que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. C'est peut-être par là que vous avez découvert cette émission sur YouTube, que vous nous avez découvert nous, que ça vous a peut-être aussi donné envie de voir certains de ces films. Merci à lui pour tout son travail derrière la caméra. Merci à toi aussi, Maxime, c'était très chouette. pour avoir fait ça. Un top 100 sur lequel on reviendra peut-être dans plusieurs années. Sur des petites modifs, Petite on se dira, update, genre, une petite update, quels sont les films qui sont sortis, quels sont les films qui ont plus, tu vois, avec peut-être 10 questions qu'on peut se poser par rapport à ce top 100. Ouais, puis et moi je nos te dis, 10 j'ai pas mis réponses. les films de 2025 parce que le premier Ouais. tournage était fait en décembre. Ouais, j'ai bien envie d'aller rentrer. Ouais, parce que t'en as quand même des films, ton film le plus récent de ton top 100 qui est le plus haut. C'est lequel le plus successeur, récent, je pense. Ouais, t'as fait pas J'ai 3 films de 2024. Ouais, Le successeur qui était dans les places 40. J'avais Civil War autour de la 57, Oui, je crois. voilà, c'est et ça, The Civil War, il y a Substance pas autour de longtemps. 80. ouais. J'ai revu depuis le début que j'aime bien sa place Ouais, 70. ça passe. Je l'ai pas remonté, Ouais. je l'ai pas baissé non Tu plus. l'as Je pas dis baissé. c'est bien, il est bien là. Voilà, ce podcast et tout ça est, comme on le dit depuis le début, inspiré de Trash Talk qu'il a fait sur les joueurs de basket, une chaîne qu'on suit énormément. Et du coup, on avait envie depuis un moment de prendre les tablettes comme eux et de faire notre top 100 de nos films préférés sous ce format-là. Donc voilà, et puis merci à vous tous d'avoir regardé cette série jusqu'au bout. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de nous donner dans les commentaires votre top 10 de Ouais. vos films préférés. Moi, je veux des commentaires des gens, je veux qu'on juge un peu là. En vue, ça marche plutôt pas mal les premières sorties, mais je veux du commentaire. Là. On du veut jugement. voir. Avec Même des haters, quoi. Vous nous Mouillez-vous. insultez, putain. Mouillez-vous, Interstellar et Top 4 chez Voilà, Max. qu'est-ce qu'il y a J'ai 2 films de Damien Chazelle en 1 et 2, c'est le moment de nous taper Tu dessus. crois que c'est Damien Chazelle 1 et 2 le problème? C'est beau, et c'est 117, je pense qu'il y a des gens qui vont dire c'est top 1 chez certains. Un grand merci à vous et puis à très vite pour un nouvel épisode de La Bulle Podcast. Ciao. Ciao.